Ok, alors ça fait un moment que je voulais faire un point sur une entreprise qui nous veut du bien, Pfizer. C'est dingue de voir comment en quelques trimestres, une boîte connue pour ses innombrables condamnations, corruption, trucage d'essai, homicide involontaire est soudainement devenue le bienfaiteur désintéressé de l'humanité. De base, il y a un comportement que je connais très bien pour expliquer tout ça, c'est l'addiction à la conformité. Madame la maîtresse, j'ai tout bien fait, on se forme dans le monde éducatif à faire comme on nous dit, jusqu'à anticiper ce que le maître ou la maîtresse attend de nous. Alors évidemment, le maître suprême, vous l'aurez compris, c'est l'État et les médias de masse. Avec leur fact-checking plus bidon que jamais, ils vous titillent le réflexe de conformité bien inculqué à l'école. Et ils titillent aussi votre terreur profonde d'être pointé du doigt, ostracisé, séparé du groupe. Cette terreur qui peut, l'histoire l'a abondamment démontré, susciter les pires lâchetés et les pires horreurs de la part de l'humanité. En fait, ça va tellement loin que l'obéissance au fact-checking est rentrée tranquillement dans les manuels scolaires cette année en France. Mais c'est bien, on va gagner du temps. Demain, on laissera probablement la multinationale surendettée Altis écrire nos programmes scolaires. Ce sera plus simple au fond, les chapitres écrits seront récités par Altis Quotidien, qui se fait traîtreusement appeler Libération, et les audios seront faits par les filiales RMC et BFM TV. Mais revenons à Pfizer. En fait, pour bien comprendre à quel point les universitaires et médecins drogués à la conformité et à la pression sociale sont incapables d'y voir clair, il faut reprendre un autre cas, celui de Monsanto. Monsanto, c'est une autre entreprise qui nous a toujours voulu du bien, comme chacun le sait. Quand j'étais prédoctorant à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, ça choquait personne que le patron de Monsanto France vienne nous faire un cours en mode carte blanche dans notre licence de biologie. Et pourquoi ça choquerait en fait? L'édition de génome, c'est la science. Et la science c'est bien, et Monsanto pratique la science, donc Monsanto pratique le bien. Mais pas si vite. S'il y a bien un sujet où les scientifiques, les universitaires sont plus désarmés qu'un bébé tortue-lutte sur une plage de Guyane, c'est la géopolitique brutale et sans concession des multinationales. Parce que oui, en soi, l'édition de génome c'est une technologie, donc c'est ni mal ni bien, y a pas de problème. Comme toutes les technologies. Cependant, comme toutes les technologies toujours, ça a un coût en sagesse. Oui, il faut bien comprendre. On passe le permis de conduire. L'humanité, elle passe le permis de conduire des technologies en fait. Le problème, c'est qu'elle passe ce permis sur le tas. Donc du coup, l'humanité, elle fait des conneries, elle raye la carrosserie, elle écrase des millions de gens. Et puis finalement, elle se rend compte que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Mais une génération plus tard, après cette prise de conscience, vous trouverez toujours des politiciens et des académicars carriéristes à souhait, Alain Fischer, pour vouloir conduire la science sans le permis de la sagesse. Parce que la sagesse, ça s'apprend pas à l'école, donc ça sert forcément à rien. Or le prix de la conscience, le permis de la sagesse, c'est ça en fait qui va fixer si l'humanité est prête ou non à conduire telle ou telle technologie. Pour l'édition de génome, on était moyennement prêt. Le cas des semences Terminator est venu nous le rappeler très clairement. Terminator, c'est cette technologie génétique qui permet de rendre une plante OGM stérile. L'idée donc, c'est de créer un abonnement à partir de quelque chose qui est gratuit. Alors vous savez que je m'intéresse beaucoup à la physiocratie, la première grande théorie économique à apparaître en Occident, et qui postule que toute valeur économique provient fondamentalement de la nature. C'est étrange d'ailleurs que Dupont de Nemours, qui a créé l'entreprise du même nom, ait été au départ un physiocrate, alors que la société qu'il a fondée, elle s'est enrichie dans le commerce de la poudre à canon, et aujourd'hui, c'est un des pires ennemis de la physiocratie dans le monde. Mais les néo-physiocrates existent en fait, ils s'appellent Janine Benyus, Gunther Pauli ou Fritjof Capra par exemple. Pour en revenir à Terminator, on revoit le principe de base. Prendre quelque chose de gratuit, parce que naturel, et en faire quelque chose de payant. La reproduction, la perspective de pouvoir semer à nouveau les graines issues de sa propre récolte, c'est un phénomène naturel, gratuit et sain, sur les plans écologiques comme économiques et géopolitiques. Mais si vous semez la mort et que votre job, c'est d'essayer d'enrayer un phénomène naturel pour vous enrichir et le monopoliser, vos semences, elles doivent être propriétaires, brevetées et bien entendu stériles. Vous voyez exactement le même phénomène avec Nestlé d'ailleurs, une des multinationales les plus avides et les plus abominables sur Terre. D'ailleurs, vous savez que depuis que je représente les femmes Peul, je boycotte formellement Nestlé et toutes ses filiales comme San Pellegrino ou Nespresso par exemple. Nestlé a largement consommé le bon karma qu'elle méritait à l'époque, qu'elle s'était construit au 19e siècle en réduisant la mortalité infantile avec ses aliments pour bébés. Parce qu'aujourd'hui, ce karma il est volatilisé, elle privatise la nature partout où elle peut, elle met l'eau de source dans ses bouteilles en déclarant très officiellement que l'accès à l'eau potable n'est pas un droit fondamental et que pire, si vous revendiquez ce droit, vous êtes tout simplement un extrémiste, c'est ce qu'a dit le PDG de Nestlé à l'époque. Notons que Nestlé a racheté la division nutraceutique de Pfizer en 2012 dans un deal négocié avec des commissions. Ce deal était négocié par un certain Emmanuel Macron pour la coquette somme de 11,8 milliards de dollars, les grands esprits se rencontrent. Pour en revenir à Terminator maintenant, ça vous donne le principe général. Vous enrayez un phénomène naturel pour pouvoir le privatiser à votre profit et rendre des peuples entiers dépendants de vous. Le monde diplomatique parlera carrément à l'époque de complexe génético-industriel. Mais aujourd'hui, je les vois mal avoir le courage de parler de complexe pharmaco-industriel. Pourtant, je peux vous garantir que c'est exactement la même chose et c'est ça que je veux que vous compreniez en fait. Les technologies Terminator auront pu
déstabiliser des pays, affamer des peuples, créer même dans certains cas des guerres, vous trouverez que leur page Wikipédia en français, elle est libre de toute controverse. À l'opposé, bien sûr, de celle de votre serviteur, ça va de soi, qui reste fondamentalement plus controversé que Philip Morris, les fabricants d'armes et bien entendu Terminator. Car leur déplaire est mon plaisir, j'aime que ces escrocs me haïssent. Mais plus fondamentalement, c'est ça le problème en fait. Une entreprise comme Monsanto se cache toujours derrière le réflexe pavlovien, bien inculqué aux académiques de carrière et en l'occurrence aux wikipédiens. La science c'est bien, je fais de la science, donc je fais forcément le bien. Mais affamer des pays, truquer des essais, monopoliser le domaine, non, ce n'est pas bien. En 2020, Monsanto était condamné à 80 millions d'amendes pour crimes environnementaux et récidive en fait par rapport aux 122,5 millions de dollars d'amende pour des crimes qui étaient encore pires donc en 2013. Mais ça c'était rien en comparaison de son amende record de 390 millions en 2003 pour les plus massives violations environnementales de son histoire. Mais à chaque fois c'est du cash, jamais de la prison, car pour ces multinationales, les amendes c'est juste le coût des affaires en fait. Quand le patron de Monsanto France est venu nous faire son cours de propagande à Normal Sup, c'était en 2005. Personne n'avait jugé bon de nous nuancer la leçon par le fait simple et direct de cette amende qui était donc de 390 millions, à peine 2 ans plus tôt. C'est-à-dire 4 années de budget de fonctionnement de Normal Sup à l'époque, juste. Eh bien, on a très exactement la même embrouille, en fait, avec Pfizer. Le vaccin, c'est bien, je fais des vaccins, donc je fais le bien. Mais pas si vite. L'humain libre, c'est l'humain qui n'est pas conditionné à répéter « oui, maîtresse » contre un sucre. Que ce sucre s'agisse d'un bon point ou d'une légion d'honneur, le principe reste le même. Et oui, Karine Lacombe a reçu son sucre dernièrement. Quand on pense que l'intention de Napoléon était de décorer les plus braves parmi les braves sur les champs de bataille, ça nous fait doucement rigoler, cette légion d'honneur en carton. Mais l'humain libre, c'est celui qui n'écoute que sa conscience, dans toutes les circonstances, et qui ne se laisse jamais conditionné sous aucun prétexte. L'humain libre, c'est Diogène, qui quand il voit passer Alexandre dans toute sa munificence, lui répond « écarte-toi de mon soleil ». C'est bien d'ailleurs le problème fondamental de la liberté qui est posé par l'idée d'un monopole des États sur l'éducation. Parce que les États vont toujours trouver plus direct et plus intéressant de conditionner plutôt que d'éveiller les consciences. Et ça date pas vraiment d'hier, puisque Socrate a été exécuté par une Athènes qui se revendiquait déjà démocratique. Quant à Platon, le fondateur de l'Académie, à l'époque, il trouvera toujours Diogène sur son chemin pour lui rappeler que la sagesse ne se trouve jamais dans la reproduction mécanique des schémas de pensée, et encore moins dans la récompense servile à une autorité. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de Diogène en fait, et c'est ça le problème. C'est pour ça que le monde est intellectuellement déséquilibré, et c'est sur ce déséquilibre intellectuel, moral et philosophique que va naître la servilité actuelle des masses en fait. Cette servilité, elle est encore plus amplifiée par cette guerre mondiale contre le libre arbitre, contre la conscience et contre la mémoire. On veut des gens conformes, des gens qui réagissent de façon conditionnée. Qui a le temps de se souvenir des mensonges des politiques et des industriels? C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut impérativement construire des archives libres, avec des copies et des backups multiples de tous les mensonges médiatiques. Les peuples ne peuvent se libérer que par la conscience et la mémoire. Il faut qu'ils puissent démontrer clairement et sans appel que le pouvoir est le plus gros diffuseur et producteur de fake news aujourd'hui. Alors reprenons donc le passif judiciaire abominable de Pfizer, sur lequel les médias vendus ne se sont pas arrêtés. Comme il y en a beaucoup trop, on va commencer arbitrairement par le seuil d'une amende de 30 millions de dollars et puis on remontera de la plus petite à la plus grosse. En 2000, donc, la filiale Wyatt Hearst de Pfizer est condamnée à 30 millions tout rond par la Food and Drug Administration, la FDA, pour violation répétée de la sécurité. En 2014, elle est condamnée à 35 millions pour publicité mensongère, représentation déloyale de ses produits, bref concrètement, charlatanisme. En 2019, c'était 41 millions pour avoir propagé des faits falsifiés, donc des mensonges. Tiens, Pfizer poserait des mensonges à 41 millions. En 2010, la filiale Alpharma, 42,5 millions d'amendes pour un crime similaire, mensonge, fait falsifié, directement auprès du ministère de la Justice américain. 2012, 42,9 millions d'amendes pour publicité mensongère et charlatanisme. 2002, 49 millions pour fausse déclaration médicale, donc toujours charlatanisme. 2012, 55 millions pour violation de la sécurité. 60 millions en 2008, publicité mensongère, promotion illégale de certains produits, toujours charlatanisme. 2005 et 2006, 2 condamnations jumelles d'affilée pour la filiale King Pharmaceutical pour la coquette somme de 124 millions de dollars, chacune falsification des faits, fausse déclaration, encore et toujours charlatanisme. 2004, 190 millions pour la filiale Warner Lambert, publicité mensongère, promotion illégale de certains produits, charlatanisme. 2013, condamnation pour les mêmes raisons, 257 millions de dollars pour la filiale Wyeth, donc toujours charlatanisme. 2009, 331 millions, bon sang, pour pot de vin, rétrocommission, donc corruption de médecins et de fonctionnaires, oui ça nous change du charlatanisme. 2016, encore Wyeth Pharmaceutical pour falsification, charlatanisme, 371 millions de dollars.
2004, Warner Lambert condamné à 430 millions de dollars pour charlatanisme. 2013, encore Wyeth décidément, charlatanisme toujours, 490 millions d'amende. 2016, falsification, publicité mensongère pour la maison mère, cette fois, c'est-à-dire Pfizer, 784 millions d'amende. Mais tout cela n'est rien en comparaison du record de 2009, qui a d'ailleurs depuis encouragé Pfizer à distribuer les fraudes sur ses filiales pour prendre des amendes plus petites et garder une réputation d'enfant de cœur. De toute façon, les médias vendus ne l'attaqueront jamais. 2 milliards et 300 millions de dollars pour la promotion et la vente de molécules inadaptées, donc du charlatanisme pur et simple, organisé à très grande échelle. Pfizer a été reconnu coupable d'avoir illégalement encouragé la prescription et fait la promotion de molécules dangereuses et inefficaces, donc j'insiste du charlatanisme aggravé, entre autres le Géodon, un antipsychotique, le Zivox, un antibiotique, et le Lyricia, un antiépileptique. Au total, 4 milliards 661 millions d'amendes depuis 2000 seulement. Mais à part ça, bien entendu, c'est Raoult qui est un charlatan, et un falsificateur, bien entendu, avec l'histoire complètement bidon des factures de l'IHU notamment qui représentaient 100 € je crois. En tout cas c'est sur lui que Bruce Toussaint et que la multinationale surendettée Altis vont s'acharner. Et c'est lui qui va concentrer toute une harcélosphère incluant des groupuscules controversés comme Citizen for Science ou la galaxie Elizabeth Big. Elizabeth Big qui elle a reçu de l'argent d'une société perquisitionnée par le FBI pour des fraudes extrêmement graves. Très bien. Retenez que nous vivons à une époque où on peut vous blanchir le pire criminel multirécidiviste et vous salir le plus pur parmi les meilleurs samaritains. Raoult et l'hydroxychloroquine, dont des centaines d'études en méta-analyse ont prouvé en effet, en particulier sur le portage viral, qu'elle fonctionne, qui a d'ailleurs été administré à 2 milliards de personnes, c'est lui le vrai charlatan, bien sûr, dont il faut parler au journal télé tout le temps. Pfizer, qui traîne ses 4 milliards d'amendes, majoritairement pour charlatanisme aggravé, falsification, corruption et violation de la sécurité, ça c'est pas du tout important. Même si leur multirécidive prouve bien qu'ils s'en foutent royalement de ces amendes en fait et qu'ils vont continuer encore et encore parce que pour eux c'est juste les affaires. Dans la guerre mondiale contre la mémoire et la conscience, pour survivre, vous devez vous armer de concepts, d'idées, de mots nouveaux. Par exemple, le mouvement Big, Zététique, Citizen for Science, toute cette harcélosphère contre Raoult, ça porte un nom, c'est l'astroturf, du nom d'une marque de gazon synthétique. Parce qu'aux États-Unis, un mouvement de contestation authentiquement parti de la base, on l'appelle grassroots, littéralement les racines de l'herbe. Et quand c'est un faux organisé par des multinationales multirécidivistes au pénal, on appelle ça gazon synthétique ou astroturf. Pourquoi la harcélosphère n'a jamais demandé et ne demandera jamais de compte à Pfizer pour ses abominations, son charlatanisme organisé à très grande échelle. Et aussi, Pfizer donc littéralement condamné à des milliards de dollars d'amende. Parce que cette harcélosphère, en fait, c'est un astroturf bidon. Ils s'en foutent de la science. Elle a aucun intérêt à défendre la vérité dans toute sa limpidité, et voilà pourquoi. Poursuivons. Avec le fact-checking aujourd'hui, qui est devenu l'instrument préféré du terrorisme intellectuel, disons-le clairement. Pour gagner la guerre mondiale contre la mémoire et la conscience, il faut, je vous l'ai dit, développer de nouvelles armes intellectuelles. Je vous ai déjà parlé d'armes traditionnellement efficaces, comme l'ironie socratique et l'insolence oblique. Et voilà une arme nouvelle qu'il faut développer et pratiquer avec ferveur, le rechecking, c'est-à-dire repasser derrière les fact-checkers pour vérifier s'ils n'auraient pas par hasard produit quelques demi-vérités trompeuses ou déguisé les faits à l'avantage de leur maître. Dernièrement, j'ai pu tester cela avec un astroturfiste d'élite qui anime un blog, je crois, Fact and Furious. Celui-ci prétendait débunker l'idée selon laquelle Pfizer aurait écopé de la plus grosse amende de l'histoire des USA. Alors oui, factuellement c'est faux, British Petroleum est devant, mais British Petroleum ne fait pas de médicaments et prétend pas détenir la vérité médicale, encore moins nous injecter des trucs. En vous conditionnant à réagir juste à une étiquette, faux, vrai ou trompeur. Exactement comme un feu tricolore en fait, et c'est le but. Ce conditionnement est délibéré. On vous transforme en esclave intellectuel, incapable de voir la vérité dans sa nuance, son exactitude et sa subtilité. Ce qui est vrai, c'est que Pfizer a payé la deuxième plus grosse amende de l'histoire après GlaxoSmithKline. 3 milliards d'amendes dans le secteur pharmaceutique. Et que depuis, Pfizer répartit un maximum d'amendes entre ses filiales pour amortir le choc, donc les amendes sont pas forcément très grosses. Mais ce qui est vrai donc, c'est que Pfizer, ce qu'oublient de dire les fact-checkers, pratique le charlatanisme à très grande échelle. Mais l'astroturfiste, son but, comme tout bon mafieux, c'est d'être dur avec les faibles et doux avec les forts. J'ai pu donc tester la version du fact-checker à la vérité dans son intégralité, exemple avec la connerie monumentale de Bruce Toussaint contre Raoult. Quand Raoult explique à Toussaint ce que tout le monde sait déjà, à savoir que Bill Gates possède une influence disproportionnée sur l'OMS, Toussaint, qui ne sait pas du tout pratiquer le journalisme, soyons clairs, lui lance bêtement que c'est un dérapage complotiste. Mais halte là, Bill Gates, via Gavi, une organisation qu'il a fondée et financée depuis le début, et via aussi sa fondation personnelle, sans même compter son influence
réel sur l'administration américaine et ses budgets vers l'OMS, eh bien oui, Bill Gates est le premier contributeur consolidé de l'OMS, même devant les USA en tant qu'État. Si on fait juste l'effort d'additionner la fondation Bill Gates et Gavi, donc. 2 minutes de recherche sur internet pour vérifier ce fait. Il y a bien eu dérapage dans cette interview, un dérapage déontologique inacceptable de Bruce Toussaint. C'est normal en fait, le fact-checker, normalement lui, il aurait dû relever ce dérapage déontologique, mais l'Astrotterfist, quand moi je le relève, préfère m'attaquer. S'en est suivi un championnat du monde de mensonges et de mauvaise foi. Le blogueur de Fact and Furious diffuse cache une fausse information sur Twitter, ne la retire pas, même quand elle est contredite, et ne s'en excuse pas. Voilà la rigueur de son fact-checking. Eh bien, opposons-lui la rigueur réelle du re-checking, l'arme des esprits libres. Plutôt que de corriger le dérapage de Bruce Toussaint, en bon Astrotterfist, le blogueur va préférer avoir découvert, soi-disant, que j'aurais été payé par Bill Gates. Lol. Indirectement, bien sûr, mais le plus c'est gros, plus ça passe. Il déclare que j'ai été ambassadeur de l'UNESCO, le fou. Or, l'UNESCO a touché des sommes de Bill Gates, rien à voir avec les proportions de l'OMS, donc je travaille pour Bill Gates, CQFD, le fact-checking. Faisons du re-checking maintenant. J'ai jamais été ambassadeur de l'UNESCO, je sais pas où le mec est allé chercher ça. J'ai été ambassadeur en revanche d'un Unitwin, un groupe d'universités jumelées sous l'égide de l'UNESCO qui était indépendant et n'a jamais touché un sou ni de l'UNESCO, ni de Bill Gates, affaire terminée. Après ce re-checking rigoureux, le blogueur aurait dû s'excuser normalement, mais je vous laisse constater qu'il n'en a rien été. Autre fact-checking bidon qui nécessite un re-checking rigoureux. 103% de vaccinés à Paris. J'ai effectivement souligné qu'une source officielle avait donné ce chiffre de 103% de vaccinés et que c'était une manipulation. Certains fact-checkers arrivent immédiatement pour affirmer avec victoire que tout simplement, c'est parce que les banlieusards viennent se vacciner à Paris, donc il y a plus de doses qui sont délivrées intramuros que d'habitants. Puis voilà, mais pas si vite. Re-checking maintenant. Tout cela n'exonère en rien les autorités de leur manipulation. Parce que utiliser cette mesure alors que le nombre d'habitants vaccinés est connu lui aussi, c'est bien un choix délibéré pour gonfler les chiffres parisiens, qui sont de loin les plus regardés en France, et donc donner un faux consensus exploitable dans les médias. Il a fallu en fait que ce faux consensus crève le plafond des 100% pour qu'il apparaisse au grand jour. Autrement, il n'aurait pas été détecté, et il aurait bien été utilisé pour indiquer à tous ces pouilleux de gilets jaunes de province que les Parisiens avaient montré l'exemple en masse en venant tous se faire vacciner, ce qui est faux. Voilà la force du re-checking. Et poursuivons dans l'exercice. J'avais complètement oublié cette information, mais en mars 2021, le patron de Pfizer s'est vu refouler du territoire israélien parce qu'il n'était pas complètement vacciné. Fact-checking. Oui, mais ensuite il a posté une photo de lui prenant sa 2e dose, donc tout va bien. Il a aussi déclaré qu'il n'était pas prioritaire parce qu'il n'était pas en première ligne dans la lutte contre le Covid. Voilà, fact-check, vous verrez un petit bandeau rouge. Bon, re-checking sérieux maintenant. Alors déjà bonjour, c'est pas seulement le patron de Pfizer, c'est toute sa délégation qui s'est fait refouler. Pas prioritaire pour un vaccin avec tous les voyages qu'ils font. Sans parler du fait que Jenner, l'inventeur du premier vaccin, qui s'appelle vaccin parce qu'il utilisait donc de la variole bovine, donc ça vient du mot vache. Eh bien Jenner, lui, à l'époque, il s'était empressé de s'inoculer lui-même son tout premier prototype de vaccin. Évidemment. Mais allons plus loin. Le PDG de Pfizer, avait-il pris sa première dose? On n'en sait absolument rien en fait. Sauf à prendre ses déclarations pour argent comptant. Mais là, c'est plus du journalisme, en particulier qu'en Pfizer, on a déjà vu que cette société a payé 4 milliards 600 millions d'amendes pour des mensonges publics. Vous croyez qu'on peut avoir confiance en une déclaration vénielle de son PDG ? Répondez pas tout de suite, s'il vous plaît, les fact-checkers. Et puis, une photo promotionnelle issue du service de presse de Pfizer pour déclarer son statut de vacciné. Mais vous avez perdu la tête ou quoi? Dans la vraie vie, est-ce que monsieur tout le monde peut se faire une autodéclaration en photo sur Twitter pour avoir le statut vaccinal? Réponse, pas du tout. Voilà, encore une fois, la force du re-checking. Alors il faut savoir évidemment que le re-checking, parce qu'il est scientifique, indépendant et rigoureux, demande beaucoup plus de travail, de finesse et de nuance que le fact-checking, qui lui est utilisé par donc le terroriste intellectuel de base, qui voudrait réduire la pensée à un feu tricolore, vrai, faux, trompeur, et jouir de son poste d'agent de la circulation intellectuelle. Il y a en effet la loi de Brandolini qui confirme que l'énergie nécessaire pour réfuter une foutaise, et un fact-checking malhonnête est une foutaise aggravée, est bien plus grande que l'énergie nécessaire à la produire. Ça c'est la mauvaise nouvelle. Re-checker, c'est donc beaucoup plus long et rigoureux que fact-checker. Mais il y a 2 bonnes nouvelles en face de cette mauvaise. D'abord, on est beaucoup plus nombreux, donc on peut se répartir le travail, et ensuite, bien souvent, il n'y a même pas besoin de finir par un bon re-checking bien rigoureux et scientifique. Quand par exemple la présidente de la Haute Autorité de Santé déclare sur une chaîne publique une contamination après la vaccination remet les compteurs à zéro, c'est juste sorti nulle part en fait, ça a aucune source scientifique sérieuse, c'est du pipeau irlandais. Donc même pas besoin de re-checker. C'est juste faux. Quand William Dab nous sort l'efficacité de la 3e dose est magique, à part dire 10 points pour Gryffondor, il y a rien d'autre à faire. Parce que
En termes de commentaires scientifiques, il n'y a aucune science dans cette déclaration complètement bidon, c'est de la foutaise chimiquement pure. D'ailleurs, imaginez un seul traître instant ce qui se serait passé si le professeur Raoult avait déclaré que l'hydroxychloroquine était magique. William Dabb, par contre, il avait déjà sorti sans trembler des genoux: si la vaccination marche bien, on pourra respirer à l'horizon de l'été 2021. Notez et archivez ces crasses conneries du pouvoir. Alors on m'a demandé aussi s'il existait des sources claires sur le caractère officiel de thérapie génique de l'inocula Pfizer. C'est simple à trouver en fait. D'une part, il a été officiellement déclaré que les inoculats Pfizer et Moderna étaient substantiellement identiques. D'autre part, le rapport annuel de Moderna, remis à l'autorité des marchés financiers US, la SEC, déclare formellement et légalement, je cite, « À l'heure actuelle, il y a consensus scientifique et de la FDA pour considérer que la technologie ARNM est une thérapie génique. » On m'a aussi sorti que l'inoculation était gratuite, donc que Pfizer et Moderna ne gagnaient rien, bienveillants et humbles qu'ils étaient. La vérité est tout autre évidemment, les multinationales préfèrent surendetter les États plutôt que les individus, parce qu'un État a moins de chances de mourir. Et un État dispose aussi de la force des baïonnettes pour lever des impôts et rembourser ses créditeurs, même avec l'argent des écoles, des routes, des hôpitaux, sur 5 générations s'il le faut. Donc concrètement, read checking, l'action Moderna a gagné 1300% depuis le début de la crise. Au passage, simple hasard de toute évidence, les recherches du mot myocardite sur Google dans le monde ont augmenté de 400% depuis le début de la campagne par contre. En réalité, Pfizer et Moderna gagnent $1000 par seconde sur cette bienveillante et inoffensive gratuité. Alors finalement, j'ai voulu tester à la fois l'escroquerie des fact-checkers et la puissance du read-checking cette semaine, et j'en ai eu pour mon argent, croyez-moi bien. D'abord, on nous a dit qu'il fallait s'enfermer pour aplatir la courbe des contaminations. Mais ça n'a pas suffi, alors on nous a dit qu'il fallait prendre 2 doses expérimentales. Mais ça n'a pas suffi, alors on nous a dit qu'il faudrait en prendre une 3e, la magique. Mais en Israël déjà, ça n'a toujours pas suffi, alors Anthony Fauci dit tranquillement, s'il faut le faire tous les 6 mois, on le fera. Bah, bien sûr. Et c'est pas un hasard en fait si la capitalisation de Moderna s'approche déjà dangereusement de celle de Netflix. Alors j'ai voulu voir si l'inoculation forcée avait bien pu enfin aplatir la fameuse courbe. Et la fameuse courbe, elle est librement disponible sur Our World in Data, la courbe des morts cumulés. Comme vous le voyez, on note d'ailleurs un net aplatissement à partir de janvier 2021. Tout va bien. Bon, pour avoir un élément de comparaison, on peut aussi regarder 2 secondes la courbe d'un vaccin qui marche. Celui de la polio. On a la courbe des infections dans le temps, elle décroît jusqu'à se rapprocher de 0 parce que la polio a bien été quasiment éradiquée dans le monde. Alors déjà, si vous mettez ces 2 courbes face à face, le fact-checker s'en voudrait très fort de rater une bonne occasion de se taire et vous dira que celle de droite est cumulative et que celle de gauche, non. Bon, il suffit d'intégrer la courbe de gauche et de reprendre calmement. L'une est bien aplatie de façon corrélée au vaccin, l'autre, j'ai un doute, pas vous? Mais le fact-checker continuera sans doute, oui, mais c'est parce que c'est pas la même échelle de temps. Et là, le road-checker lui dira, pas si vite, jeune impétueux, il y a une contradiction dans ton raisonnement. Le vaccin contre la polio a mis au minimum, 7 fois plus longtemps à atteindre sa couverture d'éradication. Et il a jamais été obligatoire pour les adultes, encore moins imposé sous peine de licenciement. Le polio, il a un rappel tous les 20 ans aussi, qui n'est pas obligatoire d'ailleurs. Dans la couverture actuelle des inoculats Pfizer et compagnie, la courbe aurait dû s'infléchir, évidemment. Dans le cas polio, elle s'était déjà infléchie très nettement à ce niveau de couverture vaccinale. Alors on peut dire que oui, mais en fait la courbe Covid, elle va s'infléchir, donc ayez confiance. Mais dans ce cas-là, pourquoi aller vers la 3e dose? La magique? Voire une dose tous les 6 mois? Et pourquoi reconfiner? Force donc reste au read-checking. N'oubliez pas ce mot, pratiquez-le avec patience et rigueur. Indiquez-le, il sauve des consciences, donc il sauve des vies, il arme les esprits. Au final, l'immense majorité des fact-checkers aujourd'hui procèdent simplement de terrorisme intellectuel, veulent vous inspirer la peur de réfléchir et créer une circulation intellectuelle avec des feux rouges. Le read-checking est beaucoup plus exigeant et rigoureux, mais il en vaut la peine. Rassemblez-vous pour le pratiquer. Une des méthodes, rappelez-vous, du fact-checking mensonger, c'est de pratiquer la demi-vérité. Ne prendre que les morceaux de faits qui les arrangent. Mais un morceau de bœuf n'est pas un bœuf, un morceau d'humain n'est pas un humain, un morceau de vérité n'est pas une vérité. Comme le note l'écrivain David Mitchell, la vérité est singulière. Ces versions sont des contre-vérités. Quant au terrorisme intellectuel, je me souviens de cette blague qui résume bien la situation. La CIA, la NSA et le KGB font un concours pour savoir qui a la meilleure agence de renseignement. Le concours, ça va être de trouver le plus gros lapin dans la forêt en un minimum de temps. Alors la CIA part la première, méthode à l'ancienne, elle envoie une jolie petite lapine bien gaulée avec du rouge à lèvres, qui 2 semaines plus tard ressort de la forêt avec un énorme lapin bien balèze. La NSA, elle a des méthodes plus modernes, alors elle va trianguler tous les lapins qui ont commandé des stéroïdes sur Amazon, et en une seule semaine, elle vous sort le Schwarzy des lapins. Après ça, le KGB, il se démonte pas, il envoie 2 mecs en impair dans la forêt, et eux, ils en sortent à peine 3 heures plus tard avec un énorme grizzly qui s'est fait tabasser de partout, qui pisse le sang et qui a un œil au beurre noir et qui dit ok, je suis un lapin. Le terrorisme intellectuel, c'est ça. Pénaliser l'initiative même de réfléchir pour convertir, transformer la réalité. Pour résister, pratiquez donc le read-checking et pratiquez-le en groupe. Formez des clubs de read-checkers, ouvrez des blogs de read-checking, rassemblez-vous en réseau. Au Z du zététicien, opposez votre grand reset à vous. Autrement,
selon le bon mot d'Ivan Rioufol, nous finirons tous dans la prison de la santé.